que vous pouvez être plus kawaii, plus ci, plus ça. Ah non, on veut tuer des gens, égorger des vieilles et je sais pas. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2017, soit 2 ans après la sortie du premier long métrage Dofus, 3 ans après la diffusion des épisodes spéciaux de Wakfu, et les spectateurs découvrent enfin la 3e saison de Wakfu. Ils assistent alors médusés à l'énorme bond technique qui sépare l'animation de cette saison des précédentes. Dans chaque épisode, le réalisateur Fabrice Nzinzi, qui avait déjà fait ses armes entre autres sur la série Cherubin, semble ici relever à chaque fois d'un vraisemblable défi technique, un petit peu à l'image de l'épisode L'arbre à Ekaflik par exemple, où tous les personnages évoluent sur différents niveaux, se battent et doivent échanger entre eux tout en gardant une mise en image compréhensible dans la narration. Un casse-tête parmi tant d'autres pour le réalisateur, qui garde en mémoire un épisode bien plus complexe que celui-ci à réaliser. Ouais, oui, l'épisode Hush. L'épisode Hush n'a pas été simple, mais c'est pas le plus compliqué, non. Ça n'a pas été le plus compliqué. Du coup, alors c'est lequel le plus compliqué ? Alors, je dirais que l'épisode qui nous a peut-être le plus fait suer, c'est l'épisode 5 de Tristepin, le combat Tristepin-Goultard. L'épisode raconte comment, après être finalement entrés dans la tour au repos et franchi les premiers obstacles, nos héros arrivent dans une salle gardée par un personnage nommé Dark Vlad, qui, en fin de compte, s'avère être l'avatar diabolique de Goultard, le maître de Tristepin. Face à ce terrible constat, Tristepin décide alors de rester en arrière pour affronter cet adversaire, pendant que ses amis, eux, poursuivent leur route. Et si cet épisode qui présente une baston homérique entre les deux personnages cultes de la série est devenu un véritable défi pour l'équipe, c'est tout simplement parce que, en fait... Au point de départ, ça devait être un épisode différent. Il avait été écrit différemment, il y avait une intervention d'Adamae. Donc je ne vais pas m'épancher sur ça, mais dans cet épisode-là, on avait une intervention d'Adamae. Et finalement, c'est devenu... Alors c'était déjà un épisode baston, et en règle générale, en Kama, on sait bien fabriquer la baston. C'est plutôt les épisodes d'émotion qui nous posent problème. Et bien là, bizarrement, on s'est retrouvé pour, je pense, la première fois à avoir un épisode orienté baston qui est devenu très complexe parce que voilà, il y a tout un pan de scène de, je dirais, c'était un bon tiers de l'épisode qui est passé à la poubelle et qu'il a fallu refabriquer alors que l'épisode se fabriquait. Alors qu'il fait face à cette réécriture imprévue de l'épisode, Fabrice Nzinzi doit prendre une décision qu'il est impossible de deviner, ou d'imaginer d'ailleurs, lorsque l'on découvre le résultat. Finalement, en fait, la grosse scène de combat de Goultard, la grosse scène de combat de Goultard et Tristepin, en fin de compte, c'est une scène qui a été faite avec de la réud de tout ce qui avait été fabriqué au sein de ce même épisode avant. Et à bien y regarder, c'est une scène qui va peut-être paraître, c'est une scène qui va paraître impressionnante, c'est une scène que j'ai rebordée. Mais moi, techniquement, en tant qu'animateur, je vois à quel point c'est une scène de gruge, c'est une scène de slide. En fait, il n'y a pas d'anime. On se fait glisser les personnages, ils courent, alors ils se mettent des coups de poing, si, il y a quand même des coups portés, attention, il y a de l'animation. Mais en termes de difficulté, on ne voit jamais des gros cycles de course avec un saut, un salto, non. Ce qui se passe, c'est qu'on a Goultard qui s'enflamme, qui part comme une fusée, qui défonce Tristepin, ils deviennent même abstraits en mode FX. Cette scène, qui est donc entièrement réimaginée et restoryboardée en un temps record alors que la production de la série est déjà bien lancée, va représenter un énorme défi pour toutes les équipes. Tout ça, en fait, toute cette scène-là que j'avais rebordée, en vrai, elle a été rebordée pour être lourde en FX. Donc là, Causal, Soc, qui s'était occupé des FX, on a voulu, gentiment, parce qu'il était à l'avance côté prod, donc on savait que lui, il pouvait se permettre d'avoir un retard ou un peu plus de temps d'investissement sur cet épisode. Mais par contre, côté animation, ça a été hyper efficace, parce que, en fait, les personnages, ils se déplacent hyper vite, mais en mode slide. Ça glisse, quoi. Après, côté décor, c'est pareil. Côté décor, comme on est essentiellement sur des champs contre champs, que la pièce est volontairement ensablée, vide, avec des poutres un peu systémiques partout, là, en termes de raccord, ça a été très simple de réutiliser. On réutilisait les mêmes décors, et puis on enlevait des poutres, on a rajouté, puis après on rationalisait. Donc l'épisode qui a posé le plus de soucis dans la saison, c'est cet épisode-là, mais parce que voilà, d'un seul coup, on doit fabriquer un épisode, et on a un tiers de l'épisode qui est acheté à la poubelle. En plus de cette réécriture imprévue, parmi les difficultés auxquelles doit faire face le réalisateur, il y a les nombreuses différences de style entre les personnages, et notamment Dark Vlad, dont la tête entièrement faite de flammes doit perpétuellement être en mouvement. La particularité de Goultard, c'est que il a une flamme animée constamment, et pour le coup, c'est le travail de l'équipe FX de Causal. La différence en effet frappante, c'est que quand d'un seul coup on a un personnage qui est tout le temps en mouvement, parce que même statique, il a un cycle.
on a bien ce sentiment d'animation traditionnelle qui persiste et ça lui donne une richesse, une consistance fatalement légèrement supérieure par rapport à un personnage qui a moins d'éléments animés. J'ai eu l'occasion d'observer que quand on a un personnage, par exemple comme Anatar, qui est riche, qui est magnifique, c'est un très beau design, mais qui a du jaune, du rouge, du noir, du blanc, des nuances, des dégradés. Le problème de ce genre de personnage, et d'ailleurs c'est le défaut que je pourrais faire des fois quand je regarde les épisodes où on le voit, c'est qu'il est hyper difficile à intégrer. Donc sur la saison 3, en fait, ça c'est une directive que j'avais donnée aux designers, c'est de leur dire chaque personnage a son code couleur unique. On peut se permettre de tergiverser, de se dire tiens lui il a peut-être une nuance, mais en fin de compte le premier sentiment c'est de dire Goultard rouge, Evassi, enfin que chacun ait sa couleur. L'avantage de ça, c'est que après, derrière, quand on intègre au compositing, donc l'étape où finalement on vient intégrer le personnage pour qu'il prenne la lumière ou les ombres, c'est beaucoup plus simple de trouver un pipe un peu systématique qui fera que si on s'investit énormément à un moment donné, et ben après c'est facile, on n'a plus qu'à dupliquer les actions et les tips de fabrication. Ce qui a fait qu'en fin de compte, moi je ressentais derrière tout ça, c'est qu'on pourrait se permettre d'être plus méticuleux et d'être plus exigeant. Donc en fait la saison 3, non, Goultard comme les autres personnages sont tous beaucoup plus synthétiques. Quand on les regarde sans ambiance, sans fioriture de compositing ou technique, on va se rendre compte, tiens, il n'y a pas beaucoup de détails, c'est épuré, on pourrait presque le critiquer, mais une fois que c'est en mouvement, et que derrière on sait que oui, mais là il y a peu de détails, mais derrière je peux mettre un bel effet de contre-jour, je peux mettre une lumière rasante, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux ajouter des effets de feu complètement dingues. La Goultard, l'avantage, voilà, c'est qu'on a vraiment pu jouer. Il aurait eu du vert là, en dessous en complémentaire, ça aurait été l'enfer. Oui. Donc non, en fait, la plupart des personnages de la saison 3, enfin je dirais même tous, ont été pensés pour être très synthétiques colorimétriquement parlant, pour que derrière on puisse aller beaucoup plus loin dans leur intégration par rapport au décor. Tous ces défis surréalistes au vu du budget et du temps imparti aux artisans de la série sont relevés par une équipe bien particulière. L'équipe qui a bossé sur Wakfu saison 3, c'est la même équipe qui a juste avant déjà bossé sur l'ensemble des autres projets de toute façon, mais aussi sur le film, parce que le film ça a été vraiment un gros gap technique et artistique, parce que se confronter à ce genre de défi ouvre plein de voies. Et justement, dans un film, on s'autorise la perspective. Ce qu'il faut savoir, dans un dessin animé série, on parle souvent de longue focale, vraiment ligne d'horizon simple, les personnages avec les pieds plats. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on met les pieds plats au sol et qu'il n'y a pas trop de perspective, on peut faire de la réhute, d'anime continuellement. Donc la plupart des dessins animés, les prods preschool, mais même des fois shonen, on voit ça dans Naruto, emploie ce genre de technique. Nous, sur la saison 3, on s'était dit, oui, cette technique, on l'a éprouvée, on l'a énormément utilisée sur la saison 1, saison 2. Moi, j'avais envie de tirer un peu sur la perce et sur l'émotion, et donc les plans un peu plus filmiques, quelque part. Le résultat bluffe totalement les spectateurs, qui très vite commandent ce qui leur semble être la saison à l'animation la plus complexe. C'est faux, en fait, c'est la saison où il y a le moins d'animation, mais par contre, le pipe est devenu différent, plus méticuleux et plus exigeant ailleurs. Et donc avec ces problématiques, par exemple c'est les raccords. Les raccords dans la saison 3, c'était beaucoup plus problématique quand on travaille à plusieurs, quand on a un animateur qui fait le plan d'avant, celui d'avant, de ci, de ça, que finalement on n'a pas des blocs de séquences donnés à une seule personne. Non, ce qu'il faut savoir c'est que des fois sur 100 plans, j'exagère, mais c'est comme si sur son plan on avait 100 animateurs et que chacun fait son plan. Mais là il y a un raccord dans le mouvement, là il y a un raccord dans l'axe, là il y a un raccord plastique et on est tous avec des gouttes à se dire ah ouais mais lui il commence ce plan là et lui il va le faire là. Tout est fait dans le désordre. Donc là ce qui a été très difficile là, pour le coup, c'est qu'on s'est donné une nouvelle difficulté. Là où on a gagné je pense en narration et en puissance narrative, on s'est pris des bonnes gifs techniques pour résoudre certains problèmes liés au raccord. Et je pense que ça a été un bien, parce qu'en fin de compte, c'est devenu un épisode très orienté baston, mais c'est devenu la scène emblématique de baston de Tristepin et Goultard. Normalement, elle devait être un peu plus courte, quoi. Au final, cet épisode, à l'hallucinante séquence martiale et aux enjeux émotionnels forts, qui s'avère d'ailleurs l'un des épisodes les plus importants de toute la série, pose encore une question au-delà de sa réussite. Que pouvait bien contenir l'épisode d'origine? Et quels pouvaient être les enjeux entourant le personnage d'Adamai qui a été retiré au dernier moment? La première version de cet épisode et le mystère qui l'entoure rejoint ainsi la liste des projets énigmatiques de la maison Ankama, aux côtés des suites par exemple du premier film Dofus ou de la série à ce jour non développée Welsh et Cheddar.
En attendant d'avoir un jour peut-être plus de réponses sur ces projets, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochains projets. Et n'oubliez pas que vous pouvez également soutenir la chaîne via Utip et Tipeee. D'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.